Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de la Fédération de Haute-Savoie de la Libre Pensée, voilà, à cette conférence publique que nous organisons sur le thème de l'actualité et de la défense de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Voilà. Alors, tout le monde me connaît, je pense. Donc, José Goéman, je suis président de la fédération de la dite Fédération de Haute-Savoie. À ma droite, le secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée. À ma gauche, le président de la Fédération de la libre pensée de Genève. De la libre pensée de Genève. Voilà. Donc, je souhaite que tout le monde entende. Effectivement, il faut demander si vous n'entendez pas. Et sans plus attendre, nous sommes dans les temps pour une fois. Je donne la parole donc à David Gosselin pour le rapport, pour l'introduction qu'il va nous faire sur la laïcité. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Si vous ne m'entendez pas au fond, n'hésitez pas. Mais là, José a donné de la voix. Je vais essayer d'en donner un peu aussi. Ce qui est drôle, c'est que la façon dont il est intervenu quand il a haussé la voix, j'ai l'impression que j'étais dans un match de boxe. Oui, hein, toi aussi Bien. Mais vous allez voir que nous ne sommes pas très loin, quelque part, dans l'actualité de la libre pensée, et en tout cas dans l'actualité de la laïcité, sur un terrain pugilistique, un terrain de combat, parce qu'aujourd'hui, la laïcité mérite non seulement d'être défendue, mais la loi de 1905, elle doit être expliquée, réexpliquée, et là aussi nous avons intérêt non seulement à la défendre, mais aussi à la promouvoir. Pourquoi ? Vous avez tous et toutes, en tant que citoyens, en tant que citoyens de ce pays, entendu parler de la laïcité ces derniers temps, et vous avez vu que beaucoup de politiques se permettent aujourd'hui de parler de laïcité. Pourquoi je dis se permettre ? Parce qu'il y a quelque temps, effectivement, c'est un discours où en tout cas la laïcité était galvaudée, parce qu'on parlait, laïcité ouverte, où on n'en parlait pas, où la laïcité permettait de faire d'autres choses, mais aujourd'hui, ils en parlent à chaque fois qu'il y a une élection. Ça devient en fait un enjeu. Et comme ça devient un enjeu, il nous faut, nous, expliquer ce qu'est la laïcité. Pourquoi je vous dis ça ? Il y a quelques semaines, 3 semaines de cela, j'étais sur un débat sur RMC, enfin j'étais au téléphone, mais aux grandes gueules, je ne sais pas si vous écoutez les grandes gueules de RMC, mais je peux vous dire que ça a dépoté, parce que j'avais l'impression surtout de me trouver au bistrot du coin, attablé au comptoir, en train d'écouter des gens qui parlaient de laïcité et qui expliquaient que la libre pensée, demain, allait se battre. Alors c'était après l'affaire de Ploërmel, pas la vôtre, pas celle de Publier, mais on va y revenir. Mais c'était après l'affaire de Ploërmel, et expliquaient que la libre pensée, demain, allait faire en sorte de débaptiser et de débaptiser tous les villages qui s'appelaient Saint-Machin, Saint-Truc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de faire en sorte d'enlever toutes les croix qu'il y avait dans tout le pays. Bon, alors là-dessus, j'ai quand même expliqué aux journalistes qui ne connaissaient rien du tout à la laïcité, et déjà qui ne connaissaient rien du tout à ce qu'était la libre pensée en tant que telle, parce que je le dis là, ce n'est pas notre programme, et ce n'est pas notre objectif, bien au contraire. Là-dessus, c'est pas le fait de prendre tous les curés que nous allons trouver, de les manger ou de les bouffer, même si de temps en temps on peut s'en moquer, mais notre objectif n'est pas celui-ci. Parce que déjà on aurait du travail, et je pense qu'il y a d'autres choses à faire en France que de s'atteler à cette tâche-là, et d'autre part parce que nous sommes dans une configuration particulière. Pourquoi je reviens là-dessus ? Parce que dans les propos de journalistes, nous sommes les attaquants, ils sont les attaqués, et ils sont en situation de défense. Ce qui est totalement faux. Et je vais vous le démontrer tout de suite. En 2012, le 15 août 2012, pendant la messe de Jean XXIII, il a été dit la chose suivante. L'Église, c'est lui qui parle, l'Église a été dans une situation pendant des années où elle a infiltré les organisations
de la société civile, entendez partis politiques, syndicats, associations. Maintenant, elle a infiltré, alors il n'a pas dit le mot infiltré, elle est rentrée dedans, d'accord? Bien. Maintenant qu'elle est rentrée dans la société civile, maintenant qu'elle est entendue dans cette société civile, ce qu'il faut, maintenant, c'est qu'elle se batte de front, qu'elle aille dans la rue. Et c'était le déclenchement, le 15 août 2012, de tout ce que vous avez pu voir après sur la question du mariage pour tous. C'est-à-dire que la stratégie de l'Église, la tactique plutôt, a totalement changé. Elle est passée d'une tactique d'infiltration, je dirais, des organisations politiques et syndicales, et on pourrait y revenir dessus, à une tactique d'infiltration, mais en même temps d'affrontement. Et elle est réellement rentrée dans une tactique d'affrontement. Et ça, c'est une première réalité, c'est un premier fait qu'il faut mettre en avant. Pour corroborer mon propos, vous avez certainement entendu, peut-être pour certains d'entre vous, parler de la libre pensée pour la première fois en décembre dernier pendant l'affaire dite des crèches. Grande affaire des crèches. Mais pour que vous compreniez bien, là-dessus, nous n'avons rien demandé. Nous n'avons pas la force, ni les moyens, je dirais structurels, ou en tout cas on n'a pas les moyens de pression, on va dire, d'expliquer à un média national, bah, écoutez, invitez-nous sur le plateau, on va vous expliquer ce qu'est cette affaire des crèches-là. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvé face à un prêtre du diocèse de Versailles, un jeune prêtre, qui était là et qui a expliqué la chose suivante, qui nous expliquait qu'on était en gros des gros méchants parce qu'on était contre Noël. Bon, j'avais 9 minutes pour le tuer, je pense que je l'ai purement et simplement massacré, verbalement j'entends, hein, attention, que mon propos ne soit pas déformé, mais ça a été la première personne en affrontement médiatique et public, ça a été un prêtre. La seconde sur Europe 1 le lendemain, c'était un prêtre. Et après ils ont arrêté, ils sont passés aux politiques. Et ça n'a été que des politiques. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première fois que publiquement, l'Église dit « Notre ennemi naturel, c'est la libre pensée. Nous avons choisi de la combattre, il faut y aller et c'est maintenant. » Nous avions déjà eu, je dirais, ce que j'appellerais un round d'observation. Vous voyez qu'on est toujours sur le terrain de la boxe. Mais on a eu un round d'observation avec l'affaire du mariage pour tous. Parce que dans cette affaire du mariage pour tous et dans les affaires de débaptisation, notamment dans le cas de René Le Bouvier, nous avions ce round d'observation où l'Église nous a affrontés, je dirais, sur des plateaux beaucoup moins nationaux, sur des départements, par exemple avec le diacre de Digne, mais le diacre de Digne, c'est pas une structure dans l'Église, enfin c'est une structure dans l'Église, mais c'est pas un échelon de la hiérarchie catholique en tant que tel, mais c'était des affrontements beaucoup plus, intimes, enfin beaucoup moins connus, beaucoup moins publics, bien qu'il y ait un caractère public. Et dans ces affaires-là, il y a une chose qui est importante, c'est qu'à travers, par exemple, l'affaire Le Bouvier, ils ont tenu à aller jusqu'au bout. Hein, l'affaire Le Bouvier, c'est ce libre penseur de la Manche qui a décidé de se battre jusqu'au bout pour se faire débaptiser, hein, et pour être rayé réellement des registres de baptême. Là aussi, c'est aussi une des actions de la libre pensée pour ceux qui voudraient se faire débaptiser, qui sont baptisés, qui savent où ils sont baptisés. Nous sommes prêts à vous donner toute notre aide et même à mettre nos forces juridiques en action pour combler à vos désirs et pour sortir de l'Église. Pour ceux qui sourient, parce que j'en vois quelques-uns qui sourient sur cette débaptisation, ne pensez pas aujourd'hui que c'est quelque chose de fantaisiste. Souvenez-vous de Thomas More, ou Thomas Borès, je ne sais pas son nom de famille, comment on le dit, mais c'est ce jeune Français qui est parti en Allemagne, qui a été baptisé en France, qui est parti en Allemagne et qui s'est retrouvé interpellé par le fisc allemand parce qu'il ne payait pas l'impôt d'église pour l'église catholique. Et interrogeant le fisc allemand, il a dit « Mais excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'où vous savez que je suis baptisé ?» Eh bien, tout simplement parce que les fichiers, les registres de baptême de votre commune en France, de baptême, sont arrivés par le biais entre l'église catholique française et l'église catholique allemande et sont arrivés jusqu'à nous et vous avez été en gros dénoncé, tout simplement. Hein, ce qui quand même donne le caractère propre de l'église qui n'a pas beaucoup changé depuis quelques millénaires.
Donc ça, c'est un aspect, et c'est un premier aspect qui est important. L'affaire René Le Bouvier, c'est pas une mince affaire. C'est l'affaire du fait que l'Église doit s'occuper de la mort, doit s'occuper de la vie, doit s'occuper de la naissance. Alors je l'ai pris à l'envers, vous pouvez le reprendre dans l'autre sens, parce que c'est normalement le sens de la vie, mais dans ce sens de la vie, l'Église entend gérer vos vies. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'idée. Et dans cette affaire, Le Bouvier, ils sont allés jusqu'au bout. Alors, le problème, c'est qu'ils sont tombés sur un libre penseur, et le problème, ils sont tombés surtout sur René Le Bouvier, qui, lui, ira jusqu'à la Cour européenne. Hein, là aussi, vous voyez que alors, lui, il est tenace, hein, et même têtu comme garçon, mais c'est le combat qu'il est en train de mener, et il a raison, et là-dessus, nous le soutenons complètement, et on verra qui aura tort et qui aura raison. Alors, sur cette question, après ce round d'observation, on peut dire que nous sommes rentrés dans le match. Le combat là-dessus continue. Les crèches, la Vierge de Publié, dont votre fédération peut se targuer d'être, la grande, bûcheronne, puisque vous allez la battre, hein, au bout du compte, ou la déplacer. On n'est pas obligé de la battre. Ploërmel. Alors, les crèches, vous vous souvenez, c'est l'article 28 de la loi de 1905 qui interdit à ce qu'il y ait des signes religieux ou des commémorations, des processions ostentatoires dans la rue de manière religieuse payées par les pouvoirs publics, qui interdit à ce qu'il y ait des crèches qui sont un signe religieux dans un bâtiment de la République. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'une crèche municipale posée, enfin d'une crèche de l'église posée devant le parvis de l'église. Il s'agit bien d'une crèche dans un bâtiment de la République, et là, en l'occurrence, le Conseil général de Vendée. Nous avons gagné, et ça, c'est le premier enseignement que les libres penseurs doivent tirer, c'est que ça fait 4-5 ans qu'on mène cette bataille-là. Ça fait 4-5 ans qu'on demande le retrait. Pour tous les jugements sur les crèches qu'il y a eu, comme pour la Vierge de Publié, on n'est pas à notre premier coup d'essai. Là-dessus, ça fait des années que les procédures sont en cours. C'est, je dirais, aussi pour ça que l'Église s'est engagée dans le combat et a désigné la libre pensée comme son ennemi sur cet angle-là. L'autre élément, c'est sur la question de Ploërmel. Vous avez vu qu'à Ploërmel, un artiste avec la complicité du maire, alors un artiste, nous allons écrire sur cet artiste-là, je vous promets qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont avoir les yeux qui vrillent un petit peu, parce que c'est l'alliance de la mafia russe avec le maire de Ploërmel, ni plus ni moins. Hein, c'est quelqu'un qui, par exemple, a offert des statues aux États-Unis et a fait en sorte que la moitié des exportations en cuivre, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait une statue, je prends un chiffre totalement fantaisiste, de 300 kilos, hein, il proposait une statue de 300 kilos, et en fait, il exportait 600, 900 kilos de cuivre. Hein. Là-dessus, ce sont des affaires comme ça où lui marche avec l'oligarchie russe sur ce détournement enfin pas ce détournement, mais sur cette exportation de cuivre. Donc cet homme-là n'est ni plus, enfin le sculpteur n'est ni plus ni moins un mafieux, il peut vous faire une sculpture de ce que vous voulez tant que lui, il fait son beurre. Tandis que le maire de Ploërmel, là où il y a eu un problème, c'est que ça a été financé en partie, et notamment sur la question du socle, par la ville, et que la ville a payé là-dessus. Donc le problème fondamental, ce n'est pas de savoir si à Ploërmel les gens croient ou ne croient pas. C'est comment le contribuable a été mis à l'épreuve financièrement pour dresser cette statue-là. Parce que c'est la question de la liberté de conscience, puis c'est surtout aussi la question des sous de la ville qui sont dilapidés dans une œuvre qui, entre vous et moi, est très loin du critère de beauté qu'on puisse faire de l'art, même si le critère de beauté est un critère totalement subjectif. Mais bon. Et donc là-dessus, sur ces batailles-là, l'Église décide là aussi que ça soit la libre pensée qui est son ennemi. Pour encore, je dirais, corroborer ce que je viens de dire, je voudrais vous lire la prose d'un évêque qui s'appelle le père Michel Viaud, qui est l'aumônier national des anciens combattants. Donc déjà, c'est tout un programme là-dessus.
qui vient de faire cette semaine un article où il dénonce la libre pensée, allié objectif de l'État islamique. Alors là, je ne sais pas si j'aurais dû me raser, peut-être, parce qu'après on va dire oui, mais quand même, hein, mais bon. Non, mais ce garçon-là, je pense, enfin, je veux dire, c'est l'encens de Metz qui a dû lui monter au crâne et au cerveau et qui a dû lui faire un peu vriller. Mais qu'est-ce qu'il écrit il y a quelques mois de cela? Il dit: les laïcistes ont d'ailleurs senti l'air du changement de mai 2012 et l'on a commencé à reprendre les vieilles revendications laïques, comme l'abrogation du concordat en Alsace-Moselle. Le Grand Orient de France est bien sûr de la partie, mais aussi la libre pensée. Et après, il dit, voici l'article 2 des statuts de cette dernière, hein, donc c'est la libre pensée, et donc il donne les statuts de la libre pensée. La libre pensée se réclame de la raison et de la science. Elle n'est pas un parti, elle est indépendante de tous les partis, elle n'est pas une église, elle n'apporte aucun dogme, elle vise à développer chez tous les hommes l'esprit de libre examen et de tolérance, elle regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée, elle les juge erronés dans leurs principes et néfastes dans leurs actions. Elle leur reproche de diviser les hommes et de les détourner de leur but terrestre en développant dans leur esprit la superstition et la peur de l'au-delà, de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d'aider les puissances de réaction à maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans leur prétendue adaptation aux idées de liberté, de progrès, de science, de justice sociale et de paix, la libre pensée dénonce une nouvelle tentative aussi perfide qu'habile pour rétablir leur domination sur les esprits. Estimant que l'émancipation de l'homme doit être poursuivie dans tous les domaines, la libre pensée réaffirme sa volonté de combattre également aux côtés de tous les hommes et associations qui s'inspirent des mêmes principes, toutes les idées, forces ou institutions qui tendent à amoindrir, asservir ou pervertir les individus. Sa volonté de défendre la paix, les libertés, les droits de l'homme, la laïcité de l'école et de l'État. Estimant que toute croyance est justiciable de la libre critique, elle entend n'imposer ni ne laisser imposer aucune limite dans l'utilisation du libre examen. À ses adhérents, fraternellement unis dans l'action commune, elle propose la méthode la plus efficace du perfectionnement individuel et de rénovation collective. Elle adjure tous les hommes de progrès, oubliés de leurs vaines querelles, de se grouper en son sein pour travailler à l'avènement d'une morale rationnelle, de bonheur, de dignité humaine et de justice sociale. Alors, je suis désolé, la citation était un peu longue, mais comme le père Viot l'a faite, je l'ai faite. Ça me permet, pour ceux qui ne connaissent pas la libre pensée, de présenter la libre pensée sous les meilleurs aspects. Et enfin, en tout cas, je pense que c'est sous les meilleurs aspects, mais le père Viot ne pense pas pareil. Pourquoi ? Il dit la chose suivante, juste après. Le gouvernement ne devrait-il pas demander sa dissolution dans la logique de son plan contre le racisme, compte tenu de son appel au mépris et en fait à la haine contre la race des religieux? Voilà ce que dit le père Viot. Il appelle à la dissolution de la libre pensée parce que nous demandons l'émancipation humaine, parce que nous demandons de sortir de la servitude, parce que nous expliquons que les religions sont les carcans. Et là, il dit, mais elle ne s'est attaquée qu'à l'Église catholique avec son souhait de voir disparaître les crèches de Noël des espaces publics, ce qui est totalement faux. C'est pour ça que je vous ai fait tout à l'heure la remarque que la bataille, c'est sur la question dans les bâtiments de la République. Ça, c'est une première chose. Et là, il parle de vous et une statue de la Vierge Marie d'un square communal. Bien, voilà. Donc, vous êtes proche de la dissolution, d'après le père Viot, mais ça donne, je dirais, le ton de la situation. Ça donne le ton de la situation. Derrière un ordinateur, on peut en rire. On rit moins quand vous avez 30, 40 membres de Civitas qui manifestent devant le siège de la libre pensée, que 2 jours après la vitre de la libre pensée est cassée, que des dizaines, voire des centaines de menaces de mort viennent sur vos têtes. Par exemple, si vous cherchez vraiment ma tête sur Internet, vous pouvez comme on dit, googliser. Et là-dessus, vous verrez qu'un des sites où j'apparais est le fameux site Eurodjihad. Alors, je vous le dis tout de suite, non, je ne fais pas le djihad, mais c'est un site, en fait, qui dénonce tous les politiques ou tous les gens qui, justement, comme le dit le père Viot, seraient censés aider l'État islamique ou le djihad. Hein, d'accord, ce qui est complètement hallucinant. Mais c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis, hein, sur Eurodjihad, mais c'est vrai que ça fait froid dans le dos, quand même. Hein. Et là-dessus, je dirais que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un des premiers enseignements que nous devons tirer, c'est le fait que lorsque l'on
engage un combat juridique, et c'est aussi ça la libre pensée, lorsqu'on engage un combat juridique, on a les moyens, et quand le combat est juste, quand on est sûr de ne pas effectivement aller dans une impasse, parce qu'il ne faut pas créer une jurisprudence inverse à ce que l'on voudrait, mais on a les moyens, là aussi, de combattre l'Église. C'est extrêmement important parce que à chaque fois qu'on a repoussé en tant que libre pensée l'Église, c'est à travers les lois. La libre pensée, elle s'est d'abord créée en société, d'abord de réflexion philosophique, pour travailler sur la raison, pour rejeter le dogme, mais ensuite, je dirais de manière pratique en France, elle s'est créée autour des enterrements civils. Et là aussi, vous verrez que c'est une question extrêmement importante. Ensuite, pourquoi je dis que le droit est important ? Parce que l'heure de gloire, entre guillemets, de la libre pensée n'est ni plus ni moins la mise en place de la loi de 1905. C'est la libre pensée en tant qu'association qui a porté cette loi-là à la fois à bout de bras, avec, attention, des différenciations au sein même de la libre pensée. Là aussi, la méconnaissance totale des journalistes qui vous expliquent « oui, mais vous êtes comme le petit père Combe, etc. » Ah non, vous vous trompez. Nous, c'est plutôt la tendance Buisson. Pourquoi ? Il y avait 3 tendances dans la libre pensée. Il y avait la tendance Allard, qui considérait qu'il fallait mettre les prêtres au pied d'un mur, prendre un fusil et les tuer. Je résume, hein, et je caricature totalement. Mais grosso modo, c'était ça. Il y avait la tendance Combe, qui pensait qu'à travers une multiplication des concordats, et là on va venir à ce qui se passe en France, mais une multiplication des concordats, l'État arrivait à cadenasser les dogmes et l'Église. Et il y a eu la position intermédiaire qui était de dire ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est la séparation des églises et de l'État. Des églises et de l'État. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, et je l'ai dit dans mon introduction, quand on parle de la laïcité, on parle beaucoup de l'islam. Parce qu'on nous dit, mais vous vous rendez compte quand même, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, avec 6 à 7 millions de musulmans, la loi, elle n'est plus adaptée. Parce qu'on l'a faite pour les catholiques. Faux. Totalement faux. Totalement faux. La loi n'a pas été faite pour les catholiques. Même s'il y avait un combat anticlérical, mais contre l'Église catholique, qui, elle, était la colonne vertébrale du cléricalisme. Mais je vous rappelle juste une chose. Quand la loi a été faite de 1905, il y avait plus de musulmans en France qu'il y en a aujourd'hui. Il y avait 10 millions de musulmans en France. 10 millions. Parce qu'il y avait les 3 départements de l'Algérie. Et ça faisait 10 millions. Et dans la réflexion de ceux qui ont fait la loi, ils avaient introduit cette chose-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Les nationalistes algériens, en tout cas ceux qui étaient pour l'indépendance, ils ont dit « cette loi est très bonne ». Parce qu'elle nous permet de nous émanciper d'une forme de colonialisme, parce que c'était quand même la religion chrétienne qui essayait de dicter le dogme aussi là-bas, mais elle nous permet aussi de faire en sorte qu'il y ait une séparation des églises et de l'État, dont de l'islam. Et là-dessus, ils acceptaient, les indépendantistes acceptaient en 1905 cette loi-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette loi ne soit pas appliquée en Algérie ? C'est les lois sur l'indigénat, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire la poursuite sous certaines formes, pas sur certaines formes, sous toutes les formes du colonialisme qui s'est imposé avant la loi de 1905. Mais là-dessus, c'est pour ça que je réfute l'argument qui a été donné avant, là-dessus vous voyez que ça c'est important. Pourquoi mettre en avant la libre pensée aujourd'hui aussi ? Nous avons repris, et dans la convocation, il est indiqué toute la bataille que nous menons sur la loi Debré. Je vais boire un petit peu, si vous permettez. Merci. Donc, toute la bataille sur la loi Debré. Certains d'entre vous ont peut-être encore en mémoire le fameux serment de Vincennes. Certains d'entre vous sont peut-être des signataires, font partie de ces 11 millions de signataires qui ont signé le serment de Vincennes et qui expliquait en substance « Nous nous battrons jusqu'à l'abrogation de la loi Debré ». Je rappelle juste la loi Debré, ce que c'est. La loi Debré, c'est le fait de pouvoir financer des organisations, des écoles privées. Et je rappelle qu'elles sont à 95% catholiques en France. D'accord ? Des écoles privées
ça permet de les financer par le biais de l'État. Factuellement, c'est 8 à 12% du budget de l'éducation nationale. D'accord ? En moyenne, 10 milliards d'euros par an. Je ne suis pas mathématicien et je suis persuadé que s'il y a un mathématicien dans la salle qui va m'entendre, là, il va se lever, bondir et dire c'est honteux. Mais en milliards constants, à 10 milliards par an, depuis 56 ans, ça fait 560 milliards d'euros qui ont été ainsi versés au culte. Et 560 milliards d'euros, par contre, s'il y a des instituteurs, des institutrices ou des professeurs des écoles, parce que maintenant, depuis longtemps, on les appelle comme ça, ou des enseignants, ils applaudissent, enfin du service public, ils applaudiront à demain parce que 560 milliards d'euros, ça fait rêver quand même. Hein. Ça fait rêver pour l'école publique parce que tout ce qui a été donné aux uns, il a été surtout enlevé aux autres. Et ça, c'est un aspect qui est important. Et 560 milliards d'euros, c'est ni plus ni moins que de l'argent donné par l'État. Mais que donne votre région ? Que donne votre département ? Que donne votre commune ? Parce qu'il y a la loi Debré et il y a la succession de lois qui arrivent après, jusqu'à la loi Carle et jusque même au rythme scolaire, qui permettent de détourner de l'argent pour des institutions catholiques, privées, religieuses. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Parce que le combat aujourd'hui, qui est celui de chaque citoyen dans cette salle-là, le combat qui est celui de la libre pensée, c'est de faire l'état des lieux, c'est de faire l'état de tout ce qui a été détourné, de tout ce qui est détourné dans ce département-là. Parce que vous comprendrez que les batailles qui ont lieu devant les inspections académiques chaque année contre la fermeture généralement d'une école dans tel lieu, de telle classe dans tel lieu, etc., ce sont des combats qui existent depuis maintenant 20 ans, qui sont récurrents, mais qui auraient pu être évités par le fait de réinsuffler cet argent-là. Ça, c'est une chose qui est importante. Et pour ceux qui nous ont dit « oui, mais c'est un combat impossible », parce qu'au début, quand on a relancé cette campagne-là sur la loi Debré, il y a 6 ans de cela, on nous a dit « mais vous rêvez, vous, la libre pensée, vous êtes des rêveurs. Ce qu'il faut, c'est d'abord... » alors, il n'y avait pas les rythmes scolaires encore. Ce qu'il faut, c'est prendre la loi Carle et remonter au fil du temps comme ça. En fait, faire comme Pénélope, détricoter au fur et à mesure l'ouvrage, de façon à nous retrouver avec la loi Debré et un fil. Alors, l'argument, il est super simple. À ce rythme-là, on en a pour 60 ans. Comme ça fait plus de 60 ans que la loi Debré existe, on en peut encore attendre. Deuxième argument, où on nous disait mais ce qu'il y a, c'est pourquoi la loi Debré, elle permet une égalité entre les uns et les autres, hein, puisqu'elle permet dans l'enseignement catholique de former des élèves, comme elle permet dans le public dans l'enseignement privé de former des élèves, comme elle permet dans le public de former des élèves. Oui, mais enfin, hein, attendez, il y a quand même la catéchèse dans les 95% d'écoles catholiques. Et là-dessus, la congrégation de la foi, même le pape Jean-Paul II expliquait la chose suivante, et même un père de l'église de Paulin expliquait la chose suivante. Quand vous faites des mathématiques et que vous êtes dans une école catholique, vous faites des mathématiques. Mais le fait d'être un bon éducateur et un bon instituteur dans une école catholique, c'est le fait d'amener les enfants à la foi. Et quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est important. Alors, quand on nous a dit que c'était un combat impossible, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ça a commencé à changer. On nous a dit, bon, alors ce qu'il faut, c'est la loi Carle seulement. Et là, on a dit non, c'est pas que la loi Carle. Parce que s'il n'y a que la loi Carle, c'est comme un arbre pourri, avec des branches pourries, qui donnent des fruits chaque année pourris. Ce qu'il faut, c'est couper l'arbre. Sinon, on va faire en sorte que toute la forêt soit endommagée. Et l'idée, elle est exactement là. Ce qu'il faut, c'est couper la loi Debré, mère de toutes les lois anti-laïques. Et là-dessus, le propos de la libre pensée est totalement juste. Pourquoi ? Quand je vous ai dit que les rythmes scolaires, ça permettait de financer notamment des associations cultuelles, religieuses ou privées. Dromardèche, la moitié du périscolaire est arraché par une organisation qui s'appelle Famille Rurale. Famille Rurale,
qui est une association en fait basée en partie sur la catéchèse, mais surtout créée en 1942 par un prêtre et par le maréchal Pétain, et dont l'orientation est en gros de faire en sorte de créer une communauté du bien vivre et du bien ensemble, et de défendre le bien commun. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas décrypté le langage des encycliques Rerum Novarum ou Quadragesimo Anno, d'accord, c'est exactement ce type de langage-là. C'est-à-dire que cette association-là n'est ni plus ni moins un instrument de la catéchèse, est un instrument de formation des jeunes. Mais des jeunes dans le sillon, et c'est bien, le mot est justement choisi, dans le sillon de l'Église catholique. Autre argument de pourquoi il faut abroger la loi de Bray. Juste un argument technique que visuellement vous avez vu. Quand il y a eu les manifestations sur la question du mariage pour tous, tout le monde a été extrêmement étonné de la capacité des catholiques ou des familles pour tous ou la manif pour tous à s'organiser. Mais la chose, et une chose qui est extrêmement importante, et il y a eu quelques scandales, quelques manchettes de journaux ou de journaux télévisés là-dessus, mais le vrai scandale, c'est la logistique, où toutes ces familles se réunissaient avant le départ à la manifestation. Qu'est-ce que c'était ? C'était les écoles privées de Vaucoin. Mais qui paye les écoles privées de Vaucoin, des coins d'Annemasse et puis d'autres ? Vous. C'est-à-dire que la manif pour tous était en partie financée par l'État. Et pas ce détournement de fonds, parce que ces écoles-là ouvraient. Demandez à une directrice d'école, pour une manifestation, d'ouvrir l'école et de mobiliser toutes les familles aujourd'hui. Une école publique, j'entends. Vous allez voir comment vous allez être reçus, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, parce que ce n'est pas l'objet de l'école. L'objet de l'école, ce n'est pas un centre de regroupement familial catholique, ou laïque d'ailleurs, qui permettent cette chose-là. Donc on voit bien que c'est la loi de Bray qui est centrale. Et pourquoi là aussi la libre pensée a été mise en avant et pourquoi la laïcité est importante ? Tout le monde a suivi la crise phénoménale qu'il y a dans l'Église. Aujourd'hui encore, avec les affaires notamment de pédophilie, avec la question de l'IOR, qui est la Banque du Vatican, qui détourne des fonds où ils n'arrivent pas à trouver un banquier adapté, etc., etc. Tous ces scandales-là, c'est là aussi le fait que l'Église est en train de reculer sur la question des droits. On peut d'ailleurs, à ce titre, saluer le référendum irlandais il y a 2-3 jours de cela. Je me perds un peu dans le temps, je pense que oui, c'est ça, 2-3 jours de cela, qui a permis le mariage pour tous, par référendum, en Irlande. C'est quand même quelque chose, je veux dire, qui est quand même un sacré coup dans la pensée de l'Église. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le communiqué que nous avons écrit, l'évêque du coin a écrit que c'était une révolution sociale qui était en train de se passer, ce qui est vrai en soi. Parce que c'est une révolution dans les mentalités, parce que les gens, effectivement, évoluent et changent, et c'est aussi toute une jeunesse qui a porté ce combat-là, et en même temps, c'est un refus de l'Église. Mais quand je parle de crise phénoménale, il y a depuis quelque temps des réunions secrètes d'évêques. Alors, secrètes, elles sont tellement secrètes qu'on les connaît. Ça, c'est le propre du secret. Nous en sommes à la 3e, et là-dessus, les catholiques, c'est des catholiques qui écrivent, c'est un site qui s'appelle Riposte catholique, à ne pas confondre avec le site d'oriotiste Riposte laïque, qui n'a rien de laïque d'ailleurs, et qui est surtout d'oriotiste. Mais dans ce cadre-là, Riposte catholique écrit là-dessus parce que les évêques se réunissent, une 50aine d'évêques, Église de France, Église de Suisse et Église allemande. Et dans cette réunion secrète, ils expliquent qu'il faut faire évoluer les modes de pensée sur la question de la famille. Et Riposte catholique, il dit, y avait-il des journalistes ? Des journalistes ? Quels sont ces journalistes et quels articles ont-ils publiés sur cet événement complotiste ? Ils parlent entre eux, ce sont des catholiques qui parlent de catholiques. 50 participants pour débattre discrètement, cela ressemble en effet à une tentative d'organisation parallèle pour manipuler le prochain synode. Mais est-ce là la collégialité de l'Église ? D'autant que parmi les participants, certains sont très clairement hostiles au magistère de l'Église sur la famille et la vie. Il y avait en effet Monique Beaujard, l'hétérodoxe directrice du service national famille et société de la Conférence des évêques de France, qui achève son mandat.
nous connaissons son hostilité à l'encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae, encyclique combattue par de nombreux évêques en France, d'Allemagne et de Suisse, mais aussi son adhésion au droit à l'avortement. C'est-à-dire que riposte catholique, qui est contre le droit à l'avortement, dit on ne peut pas aller à la marge. Mariage pour tous, droit à l'avortement, et après toutes les questions, je dirais, ce qu'on appelle les questions sociétales, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais les questions, disons, de société, on n'a pas le droit d'être à la marge. On ne peut pas ouvrir le champ, parce que si l'Église ouvre ce champ-là, elle ouvre la possibilité pour les prêtres de se marier aussi. Et si elle ouvre ce champ-là aussi pour les prêtres, elle n'est plus l'Église catholique. Elle devient une énième Église réformée. Et ça, c'est intéressant, parce que quand je vous dis qu'il y a une crise dans l'Église, c'est important. C'est pour ça que l'Église a décidé, quand j'ai affronté le premier prêtre sur RTL, le deuxième sur Europe 1, elle a décidé, elle a dit, il nous faut un ennemi naturel, il nous faut notre ennemi naturel, qui est la libre pensée, il faut qu'on l'affronte, en face à face. Parce que là, ça n'est plus possible. Parce que sinon, on est en train de se désagréger. Et il y a une véritable désagrégation au sein de l'Église. Et moi, je pense que ça, c'est un des aspects qui est extrêmement important. Alors, sur la question de la loi Debré, j'y suis venu et je terminerai mon propos, parce que je pense que j'ai été peut-être un peu plus long que le temps qui m'était imparti. Mais je terminerai sur la question de la manifestation et sur la question de la laïcité en France, de manière beaucoup plus large. Nous organisons le 5 décembre prochain une manifestation de rue qui partira de République et nous espérons qui arrivera sur les grands boulevards, en espérant que les Galeries Lafayette n'aient pas fermé. Comme ça, si vous venez, vous aurez la chance de voir les Galeries Lafayette éclairées. Je plaisante qu'à moitié, mais enfin bon, voilà. Non, il n'y aura pas de crèche dans les Galeries Lafayette. Généralement, c'est plus des pubs pour des grandes marques. Mais ça ne peut faire que rêver. Mais donc là-dessus, sur cette manifestation-là, on l'a axé sur la question de la défense et de la promotion de la loi de 1905. Mais on a mis en avant, au niveau national, la question de la loi Debré. Parce qu'on considère que un combat qui, en 6 ans, passe de « vous ne pouvez pas en parler » à « aujourd'hui, oui, il nous faut les chiffres, et oui, les chiffres sont là », c'est important. Je vais vous donner un autre exemple, parce que ça touche à la vie de chacun. Quand j'ai commencé à faire des conférences sur la question que j'intitule « De la loi Debré au rythme scolaire », il était pris l'exemple d'un lycée à Annonay, donc c'était la fédération de Drôme-Ardèche, c'est une double fédération, c'est un département, enfin c'est 2 départements un peu bizarres, mais bon, c'est comme ça. Et à Annonay, il s'avère qu'il y avait un lycée public qui faisait un BTS sur la question de l'optique. Comme c'est la région de Lyon, et que c'était un BTS de pointe, où ça permettait aux jeunes qui faisaient ce BTS-là d'aller trouver un travail sur la région de Lyon. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur ce terrain-là. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lycée privé a ouvert, avec accord de l'inspection, un BTS similaire. Dans un premier temps, il a commencé à démarcher les professeurs du public. Alors je ne sais pas s'il en a obtenu ou pas, peu importe, c'est pas ça le sujet, mais il a formé ce BTS-là. Et au bout de 3-4 ans, alors que le lycée privé fait de la maternelle jusqu'à l'IUT, d'accord ? Donc il est financé, la même structure géographique, par la commune, la région, le département et l'État, bien, eh ben, à un moment donné, ce BTS était en totale concurrence avec le BTS du public. L'inspecteur d'académie public a décidé à un moment donné de fermer le BTS du public. Vous voyez bien que là, c'est un exemple extrêmement concret. Je suis persuadé qu'on peut aller chercher ce type d'exemple. Parce que c'est tellement, je dirais, révoltant. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Ce sont des jeunes qui, obligatoirement, quand vous avez votre enfant qui vous dit « Bon, ben maintenant, le BTS qui me donne un boulot, c'est celui d'optique, et il n'est que dans l'enseignement privé », qu'est-ce que vous voulez vous dire à votre gamin ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'avez pas d'autre choix que payer. Et en plus, si vous êtes libre penseur et que vous mettez à faire des chèques à l'école privée, ça pose quand même un sacré cas de conscience. Mais non, mais ça a l'air d'être rigolo, mais c'est pratiquement ce qui s'est passé sur ce terrain-là. Et je pense que là-dessus,
cette bataille-là sur la loi Debré, c'est extrêmement important. Maintenant, je l'ai dit, on a mis l'accent sur la loi Debré. Mais c'est la défense de toute la loi de 1905, sur laquelle nous irons manifester le 5 décembre 2015. Moi, je reviens en arrière. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire que il n'y a rien de fermé là-dessus. Vous pouvez venir avec vos propres banderoles sur des aspects, et sur la Vierge de publier, ce serait pas mal d'en avoir une un peu visuelle, quoi, je dirais, nous avons gagné, ou, enfin bon, je ne sais pas, après vous débrouillez. Hein. Mais c'est important. Et pourquoi c'est important ? Nous avons, et là-dessus je vais conclure sur 3 faits, sur 4 faits. Premier fait, vous avez vu qu'il y a une grosse, là aussi, polémique autour du voile à l'université. Nous avons toujours donné, nous, notre position. Parce que c'est la question des franchises dans l'université. Vous ne pouvez pas obliger une jeune fille à dire « vous enlevez votre voile, vous enlevez votre croix », au sein de l'université, j'entends. Hein. Je parle bien de l'université. Pourquoi ? Parce que vous avez la question des franchises. Parce que si vous commencez à faire ça, celui qui a fait ça, c'est Marcellin, en 68. C'est-à-dire non pas qu'il a interdit le voile, mais qu'il a interdit tout mouvement politique, tout mouvement syndical. C'est le fait de ne plus avoir une expression propre au sein de l'université, alors que ce sont des adultes qui sont dans l'université. Ça, c'est la première chose, et c'est revenir sur la question des franchises. Et le CNESER a émis un avis, alors c'était il y a une semaine de cela, a émis un avis qui est conforme à ce que la libre pensée a toujours dit. Et comme on en avait déjà fait 2 ou 3 communiqués sur ce terrain-là, j'imagine que certains membres du CNESER ont eu l'obligeance et ont eu l'intelligence de lire les communiqués de la libre pensée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la FSU, qui est une fédération syndicale dans l'enseignement, a, lors de son dernier conseil national, il y a exactement, c'était mercredi dernier, donc il y a eu une semaine de cela, a pris position sur la question de la laïcité des concordats. C'est-à-dire que vous savez qu'on a vu le président du Conseil général de Guyane qui refuse de payer le salaire des prêtres en Guyane. Nous l'avons rencontré il y a 15 jours de cela. Nous avons écrit à chaque parlementaire, sénateur et député, en leur disant il y a un projet de loi au Sénat, qui est le sénateur, je vais complètement oublier son nom, je crois que c'est Karam, mais je ne sais pas si je me trompe ou pas, peu importe. Mais il a posé un projet de loi en disant ce qu'il faut, c'est l'entière application de la loi de 1905, même en Guyane. Parce qu'il n'y avait pas application de la loi de 1905 en Guyane. On se retrouvait exactement un petit peu comme dans le cas de l'Algérie. C'était un cas territorial un peu exceptionnel. Et la FSU a pris ça au rebond et a dit non seulement il faut ça, mais il faut revenir sur la question de l'abrogation du Concordat en Alsace-Moselle. Donc vous voyez que le chemin avance et que nous construisons ce chemin-là et que nous sommes au centre. Et dernier fait, et je vais vraiment conclure là-dessus, le 4e je ne vous le donnerai pas ou peut-être dans la discussion, mais dernier fait, c'est le 21 mars dernier. Le 21 mars dernier, nous avons réalisé un colloque à la Bourse du Travail de Paris. C'était un colloque fermé, il y avait 160 personnes fermées parce que la salle nous obligeait à faire en sorte d'avoir peu de monde. Hein, on ne pouvait pas aller au-delà des normes de sécurité. Mais c'est un colloque que nous avons réalisé avec la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, l'Union rationaliste et la libre pensée. C'est un colloque auquel nous réfléchissions depuis plus d'1 an, même un an et demi. Et ça s'intitulait « Laïcité et liberté publique ». Comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, plus on parle de laïcité, plus on réduit les libertés publiques. C'était un petit peu ça, la thèse du colloque. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la tribune, sans partager obligatoirement le même point de vue, il y a eu en tout cas ce même point de vue sur le fait que les libertés publiques c'est en train de se restreindre, ça c'est une chose. Sur le fait de défendre la laïcité, ça c'est autre chose, et on le voit dans plusieurs départements maintenant, il y a des rapprochements entre les diverses associations, ce qui n'existait pas obligatoirement il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc ça c'est un élément important. Mais à la tribune, il y avait aussi des gens qui, il y a quelques années, n'auraient jamais et ne seraient jamais venus dans un colloque de la libre pensée. Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, Jean Bobéro, sociologue des religions et je dirais qui a une tendance plutôt protestante, hein, en tant que tel,
portier de la 5e section de l'école des hautes études. Il y avait Mohamed Moussaoui, ancien responsable du Conseil français du culte musulman, qui avait une position, contrairement à l'actuel président du Conseil français du culte musulman, Boubaker, qui a une position de républicain et pas de communautariste, hein, parce que c'était de dire ce qui compte d'abord, c'est que l'individu soit un citoyen, et sa religion, il n'a pas dit on s'en fout, mais sa religion, ça passe au second plan, parce que c'est de l'ordre du privé, la religion. Et là-dessus, il revenait vraiment sur ce qu'était la liberté de conscience et l'essence de la loi de 1905. Et là-dessus, c'était vraiment éclairant et intéressant. Les actes de ce colloque vont être publiés. La libre pensée n'est pas d'accord avec tout. Mais je dirais, le débat a lieu. Et je pense que c'est important dans un pays où nous avons des politiques qui usent et abusent des médias en glissant le mot laïcité tous les 5 matins et qui reviennent sur le fait que la laïcité, et la 3e heure, ils la trahissent. Parce que la vraie trahison de la laïcité, c'est ces détournements de fond. La vraie trahison de la laïcité, c'est quand Valls court à la canonisation du pape Jean-Paul II, alors qu'il n'est même pas invité. Il n'était pas invité. Ça, c'est une trahison de la laïcité. Et là-dessus, aujourd'hui et ce soir, quand vous rentrerez, peut-être que vous allez allumer la télévision et vous verrez toutes ces questions sur l'école qui sont extrêmement importantes. Sur comment faire en sorte qu'il y ait une laïcité dans l'école, comment on réfléchit à tout ça. Mais moi, comme d'autres, on l'a dit, vous êtes en train, là, aujourd'hui, et vous allez le voir ce soir à la télévision, de faire en sorte que Jean Zay entre au Panthéon. Jean Zay, le radical, Jean Zay, le libre penseur. Il rentre aujourd'hui au Panthéon. Très bien. Et si vous faisiez en sorte que les circulaires Jean Zay rentrent dans l'école et soient enfin appliqués, eh bien vous régleriez tous les problèmes internes aux établissements scolaires. Parce que c'est le fait que la neutralité soit au sein de l'école publique. Et là, vous avez réglé tous les problèmes de laïcité. C'est-à-dire que les solutions, nous les avons. Enfin, pas nous, libre pensée, mais elles existent. Il suffit de les appliquer. Je vous remercie.